Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies et aujourd'hui je m'entretiens avec Eva Bartlett, une journaliste américano-canadienne basée en Russie qui couvre depuis de nombreuses années des guerres et des zones de conflit non occidentales, notamment Gaza, la Corée du Nord et le Donbass. Eva, merci d'être en ligne avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité, Pascal. J'apprécie votre émission. Merci beaucoup. Et j'admire vraiment tout le travail journalistique que vous faites. Parce que, vous savez, des gens comme moi, on commente l'actualité. Mais vous êtes une vraie journaliste. Vous allez sur le terrain, vous observez les choses, puis vous rapportez ce qui se passe. Comment, en tant que journaliste nord-américaine, avez-vous fini par aller dans tous ces endroits, y compris la Corée du Nord? Comment avez-vous commencé à y faire des reportages, ainsi qu'à Gaza? Quel a été votre parcours? J'aime toujours être parfaitement honnête en disant que j'étais apolitique. Ma famille était la politique. Je n'avais aucune ambition dans le journalisme ou la politique lorsque j'étais au lycée ou à l'université. J'étais en fait musicien et complètement indifférent à tout ce qui concernait l'actualité, l'analyse ou la politique. Mais j'ai beaucoup voyagé seul. Après l'université, je me suis retrouvé en Corée du Sud à enseigner. Après 8 mois de voyage en Asie du Sud-Est, j'ai commencé à me poser des questions comme « Pourquoi est-ce que je vois autant de pauvreté au Cambodge? Que s'est-il passé au Vietnam? » C'était le niveau de mon ignorance, d'ailleurs, car je suis un produit du système éducatif canadien. Je suis né aux États-Unis et j'ai grandi au Canada. Et on ne nous enseigne tout simplement pas, sauf si on a de la chance et qu'on tombe sur de bons professeurs, la véritable histoire du monde. On t'enseigne l'histoire qu'ils veulent que tu connaisses, qui est très réductrice et factuellement incorrecte. Alors j'ai commencé à m'intéresser à l'actualité, et c'était au début des années 2000. Bien sûr, la Palestine faisait alors beaucoup parler d'elle, notamment pas dans les médias traditionnels, mais dans les médias indépendants. J'ai donc commencé à écouter les informations tous les jours, et j'étais horrifié par ce que j'entendais à l'époque, c'est-à-dire ce qui se passait en Palestine. Et je me suis dit, comme pour beaucoup de choses, comment ça peut-il arriver? J'étais tellement ignorant. Comment peut-il y avoir une occupation? Je ne connaissais même pas la Nakba à l'époque. Donc c'était comme une gifle de la réalité. J'étais horrifié par ce que j'apprenais. Et puis plus tard, j'ai commencé à me demander, mais pourquoi je ne savais pas cela? Quoi qu'il en soit, j'ai décidé d'aller voir par moi-même. C'était donc, encore une fois, vers 2004 ou quelque chose comme ça. En 2007, j'ai finalement réussi à me rendre en Palestine occupée et je suis allé en Cisjordanie via la Jordanie. J'y suis resté 8 mois. À cette époque, j'étais un militant et je ne le regrette pas. Ce n'est plus le titre que je porte aujourd'hui, car ce que je fais maintenant, c'est du journalisme. Mais à l'époque, j'étais un militant, et avec d'autres internationaux, l'idée était que nous irions à l'étranger, dans les endroits les plus touchés, soit par la brutalité de l'armée israélienne, de l'État israélien ou des colons illégaux. En conséquence, j'ai vu les conséquences des invasions de l'armée israélienne dans des villes et des villages. J'ai vu le traitement humiliant, dégradant et déshumanisant des Palestiniens au checkpoint. Et j'ai vu comment ces colons fanatiques, absolument absurdes, absolument haineux, ignobles et illégaux brutalisaient les Palestiniens et volaient leurs terres. Je les ai littéralement vus voler des terres pendant de nombreux mois dans un hameau appelé Sousia, au sud d'Hébron, ou Khalil en arabe. Et donc, j'ai vu bien plus. Et aussi d'ailleurs, il est important de le souligner, j'ai vu comment les Palestiniens protestaient de manière non violente. Parce que l'autre camp dira, eh bien, pourquoi utilisez-vous la violence? Pourquoi la résistance existe-t-elle?
On peut en discuter, mais les Palestiniens ont aussi protesté pacifiquement pendant des décennies. Je l'ai vu dans le village de Bilin et dans d'autres villages, où ils manifestaient contre le vol de leurs terres. 60% des terres de ce village ont été volées pour construire le mur d'apartheid, séparant les Palestiniens de leurs terres, que l'État d'Israël appelle son mur de sécurité. Et donc j'ai vu comment l'armée israélienne tirait des grenades lacrymogènes à grande vitesse sur une foule de manifestants non armés avant que quoi que ce soit ne se passe, avant même qu'un jeune manifestant ne lance une pierre en représailles. L'armée israélienne lançait cette volée de grenades lacrymogènes à grande vitesse, ne les tirant pas toujours en l'air, mais les projetant dans la foule. Un an après mon passage, un jeune homme très doux, pacifique et apprécié de tous, Bassem Abu Rahma, a été tué par l'une de ces grenades tirées à très courte distance, à quelques mètres, dans sa poitrine. L'armée israélienne tirait également des balles en plomb gainées de plastique, des balles en plomb gainées de caoutchouc, dont le caoutchouc est souvent fendu pour s'assurer que lors de l'impact sur le corps ou l'œil, car il tire souvent au visage, le plomb sort de son enveloppe en caoutchouc et cause plus de dégâts. Alors, ils utilisent cela. Et ils utilisent aussi des munitions réelles. J'ai donc vu toutes ces choses, 8 mois en Cisjordanie. J'ai été arrêté une fois pendant 2 jours. Ce n'est pas en soi une grande histoire. Cependant, c'était parce que j'étais avec des Palestiniens qui protestaient contre l'installation d'un barrage routier de l'armée israélienne sur leurs terres, sur une route qui les coupait de la ville la plus proche, Naplouse. Et quand ils ont enlevé ce barrage, l'armée est venue et a renforcé le barrage avec des bulldozers et de la terre. Et donc, parce que nous étions là avec les Palestiniens, nous avons été arrêtés. Et c'est très intéressant. L'armée israélienne a dit « Ceci est désormais une zone militaire fermée ». C'est ce qu'ils font pour criminaliser toute personne présente dans la zone. Donc, ces Palestiniens, qui sont littéralement simplement sur leur terre, en train d'essayer de dégager la route pour pouvoir se rendre à la ville voisine, certains d'entre eux ont été arrêtés, et certains d'entre nous, militants, ont aussi été arrêtés. Mais ce n'est même pas ça, la grande histoire. C'est juste le fait qu'ils peuvent faire cela, et qu'ils arrêtent des Palestiniens tout le temps, chaque jour en Cisjordanie, sans aucune raison. Et donc, c'était un petit aperçu de ce que les Palestiniens endurent, un tout petit aperçu. Car bien sûr, nous savons maintenant que la torture des Palestiniens par les Israéliens dans les prisons est très répandue, au point que le public israélien manifestait pour le droit des soldats israéliens de violer des Palestiniens en prison. C'est une longue digression, je suis désolé. Donc, en gros, après cette période en Cisjordanie, et après avoir finalement été expulsé par les autorités israéliennes, j'étais déjà en contact avec quelqu'un, un journaliste de Rafah, à Gaza, et j'étais conscient à quel point la situation y était infiniment pire, parce que c'est tellement isolé et coupé du monde. J'avais essayé d'y aller. Donc, en 2008, j'y suis finalement arrivé avec l'un des mouvements de flottille, le premier mouvement de flottille, le Free Gaza Movement. Je suis arrivé en novembre. Non, en fait, c'était 2 ans avant. Je crois que c'était en 2010. Là, c'était 2008. Donc, le premier bateau est arrivé, je crois, en juillet ou en août. En août, je pense. En fait, il y avait 2 bateaux. Puis le deuxième, 1 ou 2 mois plus tard. Et puis j'étais sur le 3e. Il y a eu 5 missions, en fait. 6 bateaux, mais seulement 5 missions sont réellement arrivées. J'étais sur le 3e en novembre. Après cela, après la 5e mission, tous les bateaux qui ont tenté d'entrer dans les eaux internationales et palestiniennes ont été arrêtés violemment par la marine israélienne. Je ne sais pas pourquoi nos bateaux ont réussi à passer, franchement. Une vedette israélienne nous a bien ordonné de faire demi-tour, mais nous avions déjà décidé collectivement
il y avait environ 25 personnes à bord, dont la plupart étaient des membres européens du Parlement. Il y avait aussi la journaliste israélienne Amira Haas, qui écrit pour Haaretz, et quelques militants comme moi. Pour une raison quelconque, nous n'avons pas été attaqués, ce dont je suis très reconnaissant, car cela m'a permis de me rendre à Gaza, où j'ai ensuite passé l'année et demie suivante. J'ai finalement quitté Gaza par Rafah, puis 1 an plus tard, je suis revenu et j'y ai passé une autre année et demie. En conséquence de ma présence à Gaza à cette époque, j'ai été témoin de 2 guerres israéliennes contre Gaza. Et aujourd'hui, ce que nous voyons avec le génocide israélien de Gaza, qui dure depuis près de 2 ans, est horrible, au-delà même de ce que j'aurais pu imaginer, malgré ce que j'ai vu à Gaza. Il semble donc presque insignifiant de parler de la guerre de 2008-2009 contre Gaza, qu'Israël a appelée « plomb durci », ou de la guerre de novembre 2012 contre Gaza. Mais la raison pour laquelle je pense que c'est pertinent, c'est pour dire que cela ne date pas d'octobre 2023. Israël faisait déjà cela aux Palestiniens, cibler et assassiner des bébés et des enfants, bien avant ce génocide actuel. Et l'autre aspect important, c'est le blocus qui a été mis en place, je crois, en 2007 par Israël et l'Égypte. Lui, ainsi que toutes les politiques qu'Israël impose aux Palestiniens, la brutalité, la terreur infligée aux Palestiniens, sont très importants pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en termes de destruction de leur capacité à survivre. Et beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Mais je suis désolé, je vais juste finir ma réponse. Votre question était « Comment ai-je fini ?» Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à Gaza, en Palestine. Et puis en 2011, comme vous le savez, la guerre en Syrie a commencé. J'étais en contact avec des personnes de la région et je suivais des médias qui n'étaient pas grand public. Donc je n'ai pas cru que c'était une révolution dès le début. Je ne croyais pas, je ne savais rien sur la Syrie. Je n'avais aucun stéréotype pour ou contre la Syrie, franchement. J'étais aussi ignorant à propos de la Syrie, mais j'ai compris que ce n'était pas une révolution. Je n'ai pas pu m'y rendre. J'ai quitté Gaza en mars 2013. L'année suivante, je suis allé en Syrie en avril 2014. J'y suis allé au total 15 fois, parfois pendant des mois entiers, chaque année, plusieurs fois par an, jusqu'en 2021. Donc j'ai eu, je dirais, une vue très détaillée de la façon dont cette guerre en Syrie s'est déroulée. Et vous savez, à cette époque, je me concentrais sur la Palestine et la Syrie. Puis les événements en Ukraine ont commencé, la guerre en Ukraine dans le Donbass a débuté. J'en étais conscient, mais je ne suis allé dans le Donbass qu'en septembre 2019. Et puis, comme vous l'avez mentionné, il y a eu d'autres endroits, la Corée du Nord, la RPDC et aussi le Venezuela. Donc, tout a commencé parce que j'étais absolument révolté par ce qui se passait en Palestine occupée, de la part de l'armée israélienne et des colons illégaux contre les civils palestiniens. Puis j'ai vu le contexte plus large de l'interconnexion de l'hégémonie américaine sur la région et d'Israël qui exécute les volontés des États-Unis en Palestine et maintenant en Syrie, au Liban et au-delà. Vous savez, il nous faudrait beaucoup plus de temps. Nous n'avons qu'une heure. Et la profondeur de vos expériences est si grande qu'il nous en faudrait bien plus pour aborder tous vos vécus. J'en suis absolument certain. Et je suis désolé que nous ne puissions pas rendre justice à tout cela. Mais vous avez cette vue d'ensemble sur ce qui se passe dans toutes ces zones de conflit. Et une grande partie de cela, notamment à Gaza et avec les Palestiniens, mais aussi en Syrie et dans le Donbass, est alimentée par les convictions de personnes qui se contentent de suivre ces récits dominants. Ce qu'il faut comprendre avec les récits dominants, c'est qu'ils transmettent effectivement certains aspects de l'histoire, mais en laissent d'autres complètement, totalement de côté.
On le constate en ce moment même. Je veux dire, toute personne ayant un minimum de mémoire se souvient qu'il y avait une histoire du conflit israélo-palestinien avant le 7 octobre. Et certains se rappellent peut-être même de la grande marche du retour, et qu'il y a eu 200 Palestiniens qui ont été abattus, des Gazaouis tués de leur côté de la barrière, alors qu'ils manifestaient pacifiquement de leur côté. Bon sang, de la barrière, n'est-ce pas? Et ce n'est qu'un des exemples les plus récents. Et toute cette histoire remonte à des décennies, n'est-ce pas? Mais ce qui me frustre tellement, et sur quoi tu as agi concrètement, c'est qu'on ne peut pas savoir tant qu'on n'y va pas soi-même, ou tant qu'on n'essaie pas d'échanger avec des gens de là-bas, ou avec des médias qui tentent de présenter l'autre côté de l'histoire. Cette question de la construction du récit, que tu t'efforces activement de contrer, cette construction de récits unilatéraux, comment, selon toi, est-ce possible dans des sociétés libres, et je pense que les sociétés occidentales sont généralement libres, comment est-il possible qu'il y ait autant de récits stupides qui se construisent et qui finissent par soutenir cette hégémonie occidentale? Parce que c'est tellement répandu, non seulement dans les médias traditionnels, mais partout, n'est-ce pas? On le retrouve dans les talk-shows de fin de soirée, dans les clubs de comédie. Même lors d'une visite au Canada, ma première visite au Canada après 4 ans d'absence, je suis finalement retourné l'année dernière pour voir ma mère âgée. Et même dans les espaces publics, j'ai entendu un jeune homme parler des Russes moches. Je lui ai simplement dit, « Comment le sais-tu? Es-tu déjà allé en Russie? » Et il a répondu. J'ai dit, « Peut-être que tu devrais essayer d'y aller, de parler avec des Russes et de voir s'ils sont aussi bêtes, moches, stupides et tous les autres qualificatifs péjoratifs que tu veux utiliser, comme tu le penses. » Et il a fait, « Oh !» Et il est même venu me voir quelques jours plus tard. Il a dit, « Je veux m'excuser pour ce que j'ai dit. Je ne sais pas, c'est juste sorti comme ça. » Et j'ai répondu, « Eh bien, merci pour tes excuses. J'apprécie vraiment. » Vous voyez, ce n'était qu'un tout petit exemple. Mais il faisait que répéter quelque chose qu'il avait entendu quelque part, sur l'une de ces différentes plateformes, TikTok, peu importe, je ne sais pas. Et donc, quand c'est aussi répandu, et à Hollywood bien sûr aussi, les gens baignent dedans, n'est-ce pas? Ils ne se rendent même pas compte que c'est un stéréotype, un mensonge, peu importe, vous voyez. Donc c'est extrêmement frustrant, parce qu'ensuite, moi ou des collègues, on se retrouve quelque part, que ce soit en Syrie ou dans le Donbass, et on va dire par exemple, eh bien, vous savez, le Donbass, en fait aujourd'hui, c'est le 30. Donc, il y a il y a 3 ans jour pour jour à Donetsk, dans la soirée du 30 juillet, l'Ukraine a tiré je ne sais pas combien de roquettes contenant ces petites mines, surnommées mines pétales. Et ce sont vraiment des choses sournoises parce qu'on les voit à peine. Elles se fondent très bien dans le sol. Elles sont de couleur neutre, verte ou brune. Et même quand je les ai vues par terre, je ne les ai pas remarquées tout de suite. J'ai vraiment dû faire un effort pour les distinguer, tellement elles se confondent avec le sol. Donc l'Ukraine a tiré ces petites mines sanglantes et elles sont si délicates qu'il suffit de 3 ou 5 kilos pour les déclencher. Donc n'importe quoi qui marche dessus, qui les manipule, un animal, un enfant, un pied, fera exploser ces mines. Et elles ont une force très puissante. Donc, elles arrachent les pieds ou même les membres inférieurs. J'étais à Donetsk lorsque ces mines, en fait, elles avaient déjà été tirées avant cette nuit-là, mais c'est à ce moment-là qu'elles ont complètement recouvert les rues, parcs, trottoirs, cours d'immeubles, aires de jeu, non seulement à Donetsk, mais aussi dans les quartiers voisins et d'autres villes, Gorlovka, Makivka. Et jusqu'à aujourd'hui, le nombre de personnes mutilées par ces mines, je crois que le dernier chiffre que j'ai vu était de 184. J'ai rencontré un jeune garçon, un adolescent de 14 ans,
à qui on avait arraché la jambe inférieure. Un garçon vraiment adorable. Et il était, ça ressemble à une histoire inventée, mais il traversait une aire de jeu pour aller voir sa grand-mère, et il a marché sur l'une de ces mines qui lui a arraché la jambe inférieure. Bref, ce que je veux dire. Et ce ne sont pas des armes qui vous aident à gagner une guerre. Ce sont des armes qui servent uniquement à terroriser une population, n'est-ce pas? Elles sont là uniquement pour s'assurer que les gens de l'autre côté vivent la pire expérience possible. Absolument. Merci de l'avoir précisé. Elles sont interdites au niveau international. Et l'Ukraine, je crois, jusqu'à récemment, en tout cas l'Ukraine était signataire de l'interdiction de ces mines. Ils avaient un stock de 6 millions qu'ils étaient censés détruire. Mais lorsque j'ai écrit à ce sujet il y a quelques années, ils en avaient détruit qu'un peu plus de 2 millions. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire, et j'apprécie vraiment que vous ayez soulevé ce point, c'est que ces mines n'ont aucun objectif stratégique dans les zones civiles, là où l'Ukraine les a utilisées. Elles ne permettront pas de gagner la guerre. Comme vous le dites, ils vont simplement terroriser la population et les mutiler. Et l'autre point à leur sujet, c'est qu'ils restent en sommeil, comme beaucoup de mines, pendant des années. Donc, même si des démineurs sont passés dans une zone et l'ont déclarée exempte de mines, il peut arriver qu'une mine soit coincée dans un arbre ou sur un toit et qu'elle tombe ou soit emportée par la pluie. Ainsi, une zone considérée comme sûre ne l'est plus. C'est effectivement arrivé. Un démineur, je ne me souviens plus s'il venait de Donetsk ou s'il s'agissait d'un démineur russe, a eu le pied arraché lorsqu'il a marché sur une mine dans une zone qui avait été déclarée sûre. Jean, tu sais, les lois de la guerre et le droit international humanitaire sont assez clairs sur l'illégalité de cibler des civils. Et cela s'applique aux deux camps. Je veux dire, le droit international humanitaire ne fait pas de distinction entre celui qui a commencé ou celui qui se défend. C'est simple. Il est interdit d'attaquer des civils. Et en général, ce qui se passe, c'est que les deux camps commettent ce genre d'actes. Mais ce que font ensuite nos médias, c'est de présenter des récits où un seul camp est présenté comme purement maléfique. Et actuellement, bien sûr, le récit dominant est que les Russes attaquent et terrorisent les civils, tandis que les Ukrainiens se défendent courageusement et ne visent que, tu sais, des installations militaires. Et le journalisme indépendant, bien sûr, permet d'éclaircir ce genre de choses des deux côtés. Et vous avez fait cela aussi dans le cas d'Israël, vous savez, et tout ce qui s'ensuit. Je veux dire, l'illégalité de la manière dont Israël mène sa campagne d'extermination, ça dépasse de loin même la guerre en Ukraine et en Russie, et de très, très loin. Donc c'est vraiment d'une autre ampleur. Mais pourquoi pensez-vous que si peu de journalistes occidentaux, qui devraient pourtant s'y intéresser, s'y rendent? Je veux dire, il y en a d'autres en Occident. Nous avons Chris Hedges, qui l'a fait et qui a même quitté. Il travaillait pour le New York Times, non? À l'origine, Chris Hedges. Peut-être? Je ne me souviens plus. Je crois que oui. Et il est parti. Et il y a quelques personnes qui font cela, mais elles sont rares. Pourquoi n'y en a-t-il pas plus? Qui vont dans un endroit en particulier ou en général? En général, et qui travaillent sur ce sujet. Je veux dire aussi avec vous dans le Donbass, etc. Combien de personnes, comme des journalistes occidentaux, ont vraiment essayé de comprendre ce qui se passait? Combien en avez-vous vu? Il doit bien y en avoir quelques-uns. Je veux dire, il y a un certain nombre de journalistes occidentaux indépendants qui s'y sont rendus ou qui y sont basés. J'en connais beaucoup. Mais si vous parlez des médias traditionnels, je n'en vois pas beaucoup. En fait, début 2022, j'ai été dans le Donbass 10 fois. La première fois, comme je l'ai dit, c'était en septembre 2019. Les autres fois étaient principalement en 2022, puis encore à quelques reprises les années suivantes.
Mais la plupart du temps où j'y suis allé, en fait, presque toutes ces fois sauf une, j'y suis allé seul. La seule fois où ce n'était pas le cas, c'était avec une délégation du ministère de la Défense, le ministère russe de la Défense. C'était en mars, j'ai oublié la date exacte. C'était un événement très intense, une délégation de 2 jours, je crois. Nous étions à la fois dans les républiques populaires de Lugansk et de Donetsk. Le point que je veux souligner, c'est qu'en fait, 2 semaines auparavant, à Donetsk, sur une rue très centrale, l'Ukraine avait tiré un missile Tochka-U à sous-munitions. Et je crois que 21 personnes ont été tuées, je devrais vérifier ce chiffre. Mais en tout cas, un nombre important de personnes ont été tuées. Et donc, parmi les endroits où nous sommes allés, nous avons visité cette rue, qui est une rue très centrale de Donetsk, où l'un des missiles a atterri et où des gens ont été tués. Il y avait une petite exposition de photos. En fait, il y a un point important que je veux souligner à ce sujet. Une petite exposition de photos prise le jour même, montrant des gens rassemblés, des personnes blessées, ou des gens, le chaos, les dégâts, les personnes en deuil. Et il y avait 2 médias français dans cette délégation. Il y avait aussi des représentants de médias arabes, dont certains que je ne respecte pas, parce qu'ils ont participé à la propagande de guerre contre la Syrie. Mais les médias français, j'étais curieux de voir leurs médias télévisés grand public. J'étais curieux de voir comment ils allaient rapporter les faits. Donc après ces 2 jours, nous sommes allés dans une ville appelée Volnovakha. Je peux en parler un peu plus. Nous avons circulé autour de Lugansk. Nous avons vu différentes zones. Volnovakha était un endroit où les combats avaient cessé et où l'armée russe distribuait de l'aide humanitaire. Un autre endroit dans la République populaire de Lugansk, Shastia, c'était la même chose. Et ce que l'on voyait, c'était une organisation très ordonnée. Des gens faisant la queue, vraiment désespérés de recevoir de l'aide et recevant des colis de nourriture et d'aide sanitaire et hygiénique qui semblaient assez corrects. Et à Volnovakha, nous avons parlé avec le médecin-chef de l'hôpital qui avait été presque entièrement détruit. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il a dit spécifiquement que les forces ukrainiennes occupaient l'hôpital. Ils ont piégé l'unité de soins intensifs avant de partir. Il l'a dit très clairement. Ensuite, des journalistes lui ont posé une question du genre « Quelle force était-ce » Je pense qu'ils essayaient de savoir si c'était Azov ou quelqu'un d'autre. Le médecin a répondu « Je ne sais pas ». Les médias français ont pris le « je ne sais pas » du médecin, l'ont sorti de son contexte, ont déformé toute l'histoire et ont omis la partie où il disait clairement que les forces ukrainiennes occupaient l'hôpital, refusaient de partir et avaient piégé l'unité de soins intensifs. Ils n'ont rien inclus de tout cela. Il a simplement dit « je ne sais pas », comme s'il ignorait ce qui avait causé les dégâts à l'hôpital, sous-entendant bien sûr que c'était la Russie. Et ensuite, ils n'ont rien dit sur tout le reste que nous avons vu. Ils n'ont absolument pas parlé des 8 années précédant 2022, durant lesquelles l'Ukraine a mené la guerre dans le Donbass, ce dont nous avons longuement entendu parler de la part de Denis Pouchilin à Donetsk et du chef, je suis désolé, j'ai oublié son nom, de la République populaire de Lugansk également. Et nous avons vu à Lugansk une exposition horrifiante de photos montrant à quoi ressemblaient ces 8 années d'attaque ukrainienne, ainsi que la présence d'éléments nazis et la torture de civils. Cette exposition de photos a été organisée. Les médias n'en ont pas parlé. Ils n'ont parlé de rien d'autre que de la violence. C'est ce que le gouvernement russe veut que nous voyions, la distribution de nourriture. Donc en gros, ils disent que tout cela est une mascarade, que tout est faux, ce genre de choses. Et ils sélectionnent spécifiquement les propos de ce médecin. D'ailleurs, je suis retourné à Volnovakha plusieurs fois, et lors de l'une de ces occasions, je suis retourné dans cet hôpital.
Je n'ai pas revu ce médecin, mais j'ai parlé avec d'autres membres du personnel, et ils m'ont dit qu'avant même que les forces russes n'entrent à Volnovakha, les forces ukrainiennes bombardaient l'hôpital. Et bien sûr, cela n'a rien de surprenant si l'on sait ce qu'ils ont fait à Mariupol et ailleurs. C'était donc un exemple de médias présents sur place qui sélectionnaient les informations et ne disaient pas la vérité. Ils ont fait la même chose en Syrie. Channel 4 News a fait cela en Syrie. Christian Gruber Murphy l'a fait aussi. Il a complètement édulcoré le terrorisme des différentes factions terroristes à Alep-Est. Il a totalement minimisé les dégâts qu'ils ont causés aux civils syriens, qui étaient au nombre de 10 000, ou je crois même 11 000 civils. Pas des militaires, tués par les bombardements terroristes au moment où Alep a été libéré fin 2016. Oui, bombardements et tirs de sniper. Et vous savez, ces médias étaient là. La BBC était là. Ils n'en parlent pas. Lise Doucet de la BBC était en Syrie, à Damas, dans la vieille ville de Damas, lorsque j'y étais moi-même lors de ma première visite en avril 2014. Et les forces terroristes de la Ghouta orientale bombardaient constamment Damas. Tout le monde savait d'où venaient les tirs, car c'est un autre aspect fallacieux. Quand on est sous le feu, on sait d'où ça vient, que ce soit dans le Donbass, à Gaza ou dans ce cas, à Damas. Mais ce que Lise Doucet a fait, le bombardement avait tué un enfant et blessé 60 autres parce qu'il avait touché une école primaire. Certains des enfants étaient soignés dans ce qu'on appelle l'hôpital français. Nous sommes donc allés à l'hôpital français et Lise Doucet était là. Et une religieuse, mère Agnès Mariam, qui est une femme assez intelligente, quand elle a compris qu'il s'agissait de la BBC, elle a dit « Je veux savoir, allez-vous dire la vérité ?» Et Lise Doucet hochait simplement la tête « Oui, oui ». Et mère Agnès disait « Allez-vous dire la vérité, à savoir que des forces terroristes ont bombardé cette école et que ces enfants en ont été blessés ?» Lise Doucet hochait la tête. Plus tard, elle a rédigé un reportage pour la BBC, dans lequel elle a dit, mot pour mot, je me souviens plus exactement, mais c'était du genre. Le régime, je cite, affirme que ce sont les rebelles. Je cite, mais les habitants pensent que c'est le régime. Ce qui est complètement absurde, si je puis dire. Parce que comme je l'ai dit, tout le monde savait d'où venaient les tirs. C'était donc tellement malhonnête de rejeter la faute des bombardements qui terrorisaient les Syriens à Damas, à Alep, ailleurs. Mais, dans ce cas précis, à Damas, en disant que c'était le gouvernement qui en était responsable. C'est exactement la façon dont les médias manipulent les choses. Pour revenir à mon point sur les mines pétales, que je n'ai pas terminé, je suis désolé, mais récemment, Grok, vous savez, l'expert de X, a déterminé que mes rapports étaient faux. Vous savez, observation des mines pétales, mes discussions avec des experts. Je ne suis pas un expert en balistique, mais je parle avec eux. Et ce sont eux qui m'ont dit, ainsi qu'à d'autres journalistes, que ces mines étaient tirées dans des roquettes contenant plus de 300 de ces mines en munitions à sous-munitions, qui se dispersent et explosent en l'air. Elles se dispersent. Bref, tout cela m'a été expliqué par quelqu'un qui, lui, est avertissement as a sperm ballistic. Et Grok décide, à cause de Reuters, Human Rights Watch, Channel 4, Snopes. Channel 4 et Snopes n'ont rien à voir avec le Donbass. Ils m'ont calomnié à propos de mes reportages en Syrie et j'ai rédigé une réfutation expliquant pourquoi leurs accusations étaient infondées. Mais bref, Grok s'empare de tous ces médias traditionnels et autres sources qui font le reportage, soi-disant, de Washington, et en conclut donc que ce que j'ai vu de mes propres yeux est incorrect. Donc, pour revenir à ce que tu demandais tout à l'heure, pourquoi les gens ne savent-ils pas ou comment peuvent-ils croire des mensonges? Je veux dire, regarde combien de fois tu vois des gens sur Grok. Hey, Grok, est-ce vrai? Est-ce exact? Et puis Grok sort tout un tas de conneries qui vont dans le sens du récit occidental.
Oui, et peut-être que c'est un excellent exemple. Vous savez, Grok n'est pas nécessairement programmé pour mentir, mais Grok puise dans les mêmes sources que vous et moi. Il le fait simplement beaucoup, beaucoup plus rapidement et en bien plus grande quantité. Et le fait que cet environnement médiatique que nous avons créé soit capable de diffuser, disons 100 fois l'histoire, prenons-en une autre qui était tellement ridicule, tellement stupide, qu'elle a même fini par s'infiltrer dans les médias traditionnels. La question de savoir qui a bombardé la centrale nucléaire de Zaporizhia, n'est-ce pas? Cette centrale nucléaire détenue par les Russes, qui la bombarde? Et les médias occidentaux font semblant de ne pas pouvoir savoir. Je veux dire, les deux camps disent quelque chose, n'est-ce pas? On ne peut pas savoir qui bombarde celle-là. Parce que les Russes sont tellement diaboliques qu'ils attaquent parfois leur propre centrale nucléaire, n'est-ce pas? C'est ce niveau de malveillance. Et le fait que ça soit ensuite écrit des centaines de fois et diffusé partout laisse une telle trace que nous confondons la familiarité avec la vérité. Et même Grok et ses IA peuvent être amenés à croire que, eh bien, nous avons vu tellement de rapports allant dans ce sens, et seulement quelques-uns disant autre chose. Donc celui-ci doit être écarté, non? L'autre est infiniment plus crédible. Donc, il y a ces attaques massives contre la vérité, des vagues médiatiques, n'est-ce pas, qui sont lancées. Et même si tu le vois de tes propres yeux, tu es ensuite sali. Ta page Wikipédia devient une longue liste d'accusations de toutes tes fautes, Eva, n'est-ce pas? De comment tu... Je sais. Et en fait, Grok s'est basé sur la page Wikipédia. Je le sais parce que, à moins qu'ils ne l'aient modifié et corrigé, ils avaient dit « petit détail », mais ils disaient que j'avais déménagé en Russie en 2019. Ce n'est pas vrai. Je suis venu ici en 2021. Voilà, c'est le niveau de leur recherche. Donc, Grok a effectivement cité cela dans l'un des fils de discussion à mon sujet, que, vous savez, Eva Bartlett est une théoricienne du complot canado-américaine, blogueuse russe, blablabla, marionnette du Kremlin, blablabla, a déménagé en Russie en 2019. Je me disais, Grok, tu n'es même pas capable de corriger ça. Mais en fait, c'était intéressant. Quelqu'un d'autre a dit, ou peut-être que plusieurs personnes ont continué à insister auprès de Grok. Vous savez, en revenant sur l'affirmation de Grok selon laquelle je rapportais de fausses informations sur l'utilisation des mines pétales par l'Ukraine. Et à la fin, Grok disait en fait que c'était la vidéo du garçon de 14 ans. Puis quelqu'un a demandé à Grok, qu'est-ce que cela montre? Et il a répondu, c'est le reportage d'Eva Bartlett sur l'utilisation des mines pétales par l'Ukraine dans le Donbass. Donc en fait, il a déterminé, il n'a pas suivi l'angle occidental à ce moment-là, parce que quelqu'un d'autre avait posé suffisamment de questions, je suppose, pour... Je ne comprends pas les mécanismes de fonctionnement, mais il a changé de ton. Il y avait un point que je voulais soulever cependant. Qu'est-ce que c'était? Oh, Human Rights Watch. Donc Grok, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Grok a dit, vous savez, selon Human Rights Watch, c'est la Russie qui tire les mines. Et en réalité, Grok faisait référence à un rapport publié, je crois, en janvier 2003, Human Rights Watch. Et ce rapport suggérait que l'Ukraine avait utilisé des mines papillons à Izium, mais n'allait pas jusqu'à dire que l'Ukraine les avait utilisées à Donetsk. Parce qu'évidemment, je sais pas, c'est trop pour Human Rights Watch. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure. Parfois, les médias disent un peu la vérité. Mais en fait, dans ce rapport, Human Rights Watch a spécifiquement déclaré qu'il n'avait aucune preuve que la Russie avait utilisé des mines papillons en Ukraine. Donc Grok n'a pas cité cela. C'est donc très intéressant. Je veux dire, le fait est qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Et parfois, on voit clairement l'utilisation de la désinformation par l'Occident afin de maintenir des éléments clés du récit qui doivent être considérés comme vrais. Un élément clé pour la Syrie,
était que Assad essaie d'exterminer massivement sa propre population avec du gaz, etc. Et plus tard, nous avons eu ces missions indépendantes d'établissement des faits, mises en place par l'OIAC, qui ont vraiment abouti à des conclusions très gênantes, à savoir que ça n'a aucun sens. Ces personnes, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et ensuite, l'OIAC elle-même a subi des pressions et a retiré certains rapports. Mais nous avons des enquêteurs qui sont venus dire que c'est un scandale. Cette question de la recherche de la vérité dans les conflits est très importante. Et c'est un problème très ancien, car il est difficile de savoir précisément ce qui s'est passé. Mais c'est cela qui détermine ensuite l'action politique. Selon vous, où en sommes-nous aujourd'hui concernant nos chances de comprendre, de donner du sens à ces événements? Parce que nous avons maintenant les réseaux sociaux, nous avons ce moyen direct d'échanger des informations, mais malgré tout, il reste difficile de déterminer la vérité. Parce que, encore une fois, la vérité avec vous c'est « D'accord, je vous pose une question, vous me donnez une réponse, et je fais simplement confiance au fait que c'est votre opinion, juste et honnête, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas d'autre moyen que celui-ci. Sur quoi d'autre pouvons-nous nous appuyer pour parvenir à des conclusions valides? Juste avant de répondre à cela, je voudrais évoquer Ghouta, qui était le principal endroit où l'armée syrienne a été accusée d'avoir utilisé une arme chimique. Je m'y suis rendu environ 2 semaines après les accusations. Et je suis allé au poste médical, là où les casques blancs ont simulé le lavage d'un petit garçon, qui est ensuite allé, avec une vingtaine d'autres Syriens, témoigner qu'en réalité, il n'y avait pas eu d'attaque chimique, et que ce garçon avait été payé avec des bonbons ou quelque chose du genre pour se laisser arroser. Je suis allé à ce poste médical, et j'ai parlé avec un jeune homme. Il n'était pas médecin. Il était étudiant en médecine, mais il m'a raconté ce qui s'est passé. Et je lui ai demandé, genre, est-ce que l'un des membres du personnel médical qui soignait les soi-disant victimes d'une arme chimique, est-ce que l'un d'eux portait des vêtements de protection? Non. Est-ce que l'un d'eux est tombé malade après? Non. Et il a aussi expliqué ce qui s'est passé, parce que je parle arabe. Je ne parle pas parfaitement l'arabe classique, mais je comprends très bien l'arabe parlé, celui de tous les jours. Et donc il a dit qu'ils sont arrivés en criant « Kamawi, Kamawi », ce qui veut dire « chimique » en arabe. Et alors les médecins ont commencé à faire quelque chose, mais ils ne savaient pas vraiment quoi faire. Ils étaient surpris. Puis ils ont vite compris que non, nous traitions simplement des affections habituelles liées aux explosions, l'inhalation de poussière, d'autres choses. Mais l'autre point que je voulais aborder, c'est qu'ensuite j'ai marché dans la Ghouta et j'ai parlé avec les gens. Et je parle en tête-à-tête avec eux. Oui, j'avais un traducteur avec moi. Il fallait en avoir un. Mais franchement, le traducteur se trompait souvent et je comprenais qu'il ne disait pas la bonne chose. Bref, je posais toujours des questions aux gens. Et d'ailleurs, je n'aimais pas utiliser un langage chargé. Vous savez, du genre, qu'est-ce que les terroristes de Jaish al-Islam vous ont fait? Je leur ai simplement demandé, comment était votre vie ici sous Jaish al-Islam, par exemple? Et ils m'ont répondu qu'ils nous affamaient. Ils contrôlaient toute la nourriture. Ils ne nous laissaient pas travailler dans nos champs agricoles. Ils avaient tout notre bétail. Ils ont abattu tous les animaux avant de partir. Voilà ce qu'ils me racontaient. Alors je leur ai demandé, et l'attaque chimique? Et ils m'ont répondu que non. S'il y avait eu une attaque chimique, ils m'auraient tiré par la manche pour m'en parler. Ce pourquoi ils me tiraient par la manche, c'était pour me parler des exécutions dans la rue commises par Jaish al-Islam, de l'accaparement de la nourriture, de la famine imposée aux civils et du pur terrorisme. Rebelles modérés. Oui, ce sont les Habenmouj.
Oui, et oui, il y a tellement de choses que je pourrais dire à ce sujet. Mais pour revenir à ta question. Donc, eh bien, je pense qu'en ce qui concerne les réseaux sociaux et Gaza en particulier, ce qui est différent maintenant, enfin, d'accord, ce qui est différent maintenant par rapport à quand j'y étais, c'est que maintenant, c'est un génocide, à 100% un génocide depuis presque 2 ans, mais il est diffusé en direct. Et quand j'y étais, nous n'avions pas la technologie ou la capacité de diffusion en direct. J'allais littéralement filmer quelque chose, puis je retournais, et s'il y avait Internet, j'écrivais un rapport ou j'envoyais une vidéo, mais en général, c'était juste des photos et des rapports. Et maintenant, les gens diffusent en direct 24h24 et 7h7 leur propre génocide. Et donc, je veux dire, c'est juste que, alors que pendant la première année et plus, la plupart des médias refusaient de reconnaître qu'il s'agissait d'un génocide. Au mieux, les gens disaient, eh bien, il pourrait y avoir des éléments indiquant une intention de commettre un génocide. Et maintenant, les gens disent carrément que c'est un génocide. Enfin, parce que c'est indéniable. Donc je suppose qu'en ce qui concerne la connaissance de la vérité, par exemple, si l'on regarde la soi-disant fondation humanitaire de Gaza, le groupe d'aide prétendument américano-israélien qui insistait pour être le seul à pouvoir opérer à Gaza afin de distribuer l'aide humanitaire sous prétexte que le Hamas volait l'aide. En réalité, The Cradle a été le premier média que j'ai vu parler de, il faudrait que je retrouve son nom, Abu Shabab. Bref, un Palestinien, mais travaillant pour les Israéliens et lié à Daesh. Sa bande terroriste était responsable du pillage de l'aide et le faisait également sous la protection de l'armée israélienne. Et même maintenant, comme l'autre jour, j'ai vu quelqu'un publier le rapport de l'USAID qui évidemment n'est pas pro-palestinien ni pro-Hamas. L'USAID n'a trouvé aucune preuve que le Hamas volait l'aide. Donc, sous ce postulat, que c'est la seule façon de faire, pas l'ONU, pas l'UNRWA, et je ne suis pas fan de l'ONU, je dis juste, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens avait mis en place des mécanismes pour distribuer l'aide dans toute la bande de Gaza. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas assez. Ce n'était pas une aide formidable, mais c'était de l'aide, et les mécanismes existaient. Maintenant, on assiste à un scénario très Hunger Games, dystopique, où les Palestiniens sont parqués comme du bétail dans de longs enclos pour essayer d'atteindre le point où une quelconque aide pourrait être distribuée. Et ils restent là, comme des cibles faciles, pendant que des mercenaires israéliens et américains tirent sur eux. Et bien sûr, le camp israélien dira que c'est du maintien de l'ordre, en tirant à balles réelles, même selon un journaliste. Je crois qu'il était béret américain ou quelque chose comme ça, armée américaine. J'ai oublié son nom. Il s'est récemment exprimé, disant que c'est un crime de guerre. Je les ai vus tirer des obus de chars sur la population, des civils non armés et affamés, a-t-il précisé. Et pourtant, vous savez, les médias israéliens et les dirigeants israéliens diront « Personne ne meurt de faim à Gaza. C'est le Hamas. Si quelqu'un a faim, c'est le Hamas. Le Hamas a pris l'aide. » Vous avez les images de gens abattus. C'est insensé à tant de niveaux. Je veux dire encore une fois, on voit des scènes dignes de Hunger Games, post-apocalyptiques, qui sont enregistrées, n'est-ce pas? Et les fusillades et les bombardements de ces personnes sont filmés. Et heureusement, ces images sortent. Mais aussi cette semaine, le contre-récit qu'Israël construit maintenant, c'est que l'ONU serait responsable du blocage de 600 camions chargés de nourriture. L'ONU ne distribuerait pas. Le crime de la faim serait entre les mains de l'ONU. Et ils viennent de diffuser cela. Et c'est relayé massivement. Le nombre de tweets que je vois à ce sujet, de la part de personnes manifestement israéliennes. Je ne sais pas si ce sont de vraies personnes ou juste des bots. Je ne sais pas. Mais tout va dans ce sens unique. C'est insensé. On nous demande de croire qu'alors que Gaza est hermétiquement bouclé par l'armée israélienne,
c'est l'ONU qui bloque l'aide. Pendant ce temps, les Israéliens disent que les seules organisations autorisées à opérer ici sont ces fondations humanitaires, n'est-ce pas? Ils font cela en même temps. Et pourtant, ça fonctionne. Dans certains milieux occidentaux, ça fonctionne. Certaines personnes disent « Oh oui, mais le Hamas devrait libérer les otages. » S'ils libèrent les otages et se dissolvent, alors tout cela disparaîtrait, et ce serait le paradis. Et Israël, bien sûr, établirait alors un... Vous savez, tout le monde serait bon. Oui. Eh bien, c'est pour cela que je reviens sur le point que j'évoquais plus tôt à propos de mes expériences il y a une décennie. Enfin, qu'est-ce que ça fait maintenant? Une décennie et demie à Gaza. Parce que non seulement je documentais les deux guerres en 2009, mais j'étais aussi avec des secouristes palestiniens à bord de leurs ambulances. J'ai donc vu de mes propres yeux qui ils secouraient. Et je peux également affirmer qu'à aucun moment, dans les ambulances où je me trouvais, ils ne transportaient de combattants de la résistance, ce que, entre guillemets, Israël appellerait des terroristes, car c'était l'une de leurs excuses pour attaquer et tuer, assassiner des secouristes palestiniens. Ils disaient que les ambulances transportaient des membres du Hamas. Et je peux dire en toute honnêteté que ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais vu de combattants de la résistance transportés lors de mon expérience. En revanche, une ambulance dans laquelle je me trouvais a essuyé des tirs de snipers israéliens pendant les heures de cessez-le-feu. Je peux en témoigner. En fait, la personne avec qui j'étais a filmé la scène. Il y a eu environ 14 tirs d'un sniper israélien pendant les heures de cessez-le-feu sur cette ambulance, sur les secouristes qui étaient en uniforme, non armés, et qui ramassaient un corps dans la rue. Mais ce que je voulais aussi dire, non seulement cela, mais aussi ce à quoi je faisais allusion plus tôt, c'est que toutes ces politiques mises en place par Israël, pas seulement le blocus, mais il ne faut pas non plus minimiser le blocus, car il est d'une brutalité extrême. Ils ont littéralement empêché l'entrée de couches, de nourriture, d'engrais, de semences, de tout ce que vous pouvez imaginer, même le gaz de cuisine. Les Palestiniens ont commencé à utiliser du kérosène pour cuisiner, et les Israéliens ont empêché l'entrée du kérosène. Israël a empêché l'entrée des produits de première nécessité, y compris, et surtout, des médicaments et des matériel médical. Ainsi, la crise, eh bien, les hôpitaux sont en crise à Gaza parce qu'ils ont été bombardés, détruits, envahis, puis de nouveau bombardés par Israël. Mais même avant 2023, déjà en 2008 quand je suis arrivé, les hôpitaux étaient dans un état de crise permanent et avaient désespérément besoin de médicaments essentiels. Et cela continue depuis, vous savez. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que les Israéliens publient régulièrement, et en fait ils disent « Israël tire sur les pêcheurs ». Oui, ils font ça depuis toujours. Ils tirent sur les pêcheurs, qu'ils soient sur une azaka, qui est comme une planche à pagaie. Ils pagaient au large, jettent les filets, puis les ramènent plus tard. Donc ils sont sur cette azaka. Ils portent généralement juste un short. Vous avez donc ce pêcheur palestinien, mince, en short, manifestement non armé. Et la marine israélienne lui tirera dessus, vous savez, ou s'ils sont dans un chalutier, ce gigantesque patrouilleur israélien fonce sur le bateau et soit le bombarde, soit le mitraille, soit utilise un canon à eau très puissant pour briser les vitres et endommager l'équipement. Ils mettent un produit chimique dans ce canon à eau qui fait que les Palestiniens sentent l'excrément pendant des jours. Et ils enlèvent les pêcheurs et ils confisquent les bateaux de pêche. Toutes ces choses, Israël détruit leur économie avec le blocus et les attaques contre l'agriculture. C'est la même chose. J'avais l'habitude de faire du bénévolat avec des agriculteurs et nous étions tout le temps sous le feu israélien. On pouvait entendre les balles siffler à côté de notre tête. Ce ne sont pas des tirs de sommation en l'air. Si nous n'avions pas été là, ils auraient tiré sur les Palestiniens à la tête ou dans le corps. Et ils l'ont fait.
Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont tué de nombreux Palestiniens. Ils ont blessé de nombreux Palestiniens qui ne faisaient que cultiver la terre. Et qu'il s'agisse de jeunes hommes travaillant comme ouvriers agricoles, ils ont pris agricole, ou de femmes aussi, elles travaillent comme agricultrices salariées, ou de familles entières, l'armée israélienne leur a tiré dessus sous prétexte de sécurité lorsqu'elle était présente à la frontière. Ils disposent de leur haute technologie de surveillance. Ils peuvent voir qu'ils tirent sur des civils non armés. Ils le faisaient pour les chasser de leurs terres. Et comment sont-ils censés vivre? Qu'ils cultivent leur propre nourriture ou qu'ils travaillent pour gagner un peu d'argent pour la famille. Ainsi, chaque aspect de leur vie était sous contrôle israélien et subissait la destruction par Israël. Et cela remonte à 2000. J'y suis allé en 2008. Mais je ne sais pas quand les attaques contre les agriculteurs et les pêcheurs ont commencé, probablement bien avant cela, mais au moins depuis l'époque où j'y étais, et après. C'est la réalité. Les Palestiniens sont enfermés ici, à Gaza, dans cette toute petite zone. Ils ne peuvent pas partir. Ils ne peuvent pas accéder aux soins médicaux. Les Israéliens ne les laissent pas faire. Ils ne peuvent pas partir étudier à l'étranger. Ils ne les laissent pas non plus. Et en plus de cela, tous les moyens imaginables de vivre leur sont retirés. Alors, parler du 7 octobre ou de libérer les otages, libérer les 10 000 otages palestiniens. Comment survivent-ils? Je veux dire, cette offensive à laquelle nous assistons est tellement horrible. Et pourtant, les gens s'accrochent à la vie. Et même la résistance est toujours là. Je veux dire, le Hamas ne s'est pas dissous. Comment est-ce possible dans de telles conditions? Je ne peux pas parler au nom du Hamas. Je ne suis pas au courant du fonctionnement de leurs tunnels, ni de la façon dont ils survivent. Ce que je peux dire, c'est qu'ils infligent toujours d'importants, voyons voir. Ils ciblent l'armée israélienne, tuent des soldats israéliens, les nomment, détruisent du matériel. Donc, ils opposent encore une très forte résistance. Et apparemment, cela suscite beaucoup d'inquiétude dans la société israélienne. Mais pour les Palestiniens, les civils, ils font preuve d'une résilience incroyable. Gaza était en réalité un endroit magnifique. Je ne parle pas seulement de la ville de Gaza, mais de toute la bande de Gaza. Il y avait de très beaux paysages à Gaza, malgré la destruction et la pauvreté fabriquée. Mais je pense que pour moi, la chose la plus belle, c'était les gens, parce qu'ils avaient cette incroyable résilience à trouver de la joie dans les plus petites choses. Je veux dire, on le voit encore aujourd'hui, sur X, on voit une photo ou une vidéo d'un enfant qui trouve de la joie entouré par la mort. Je ne parle pas de cadavre, mais vous savez, cet enfant est dans un environnement où chaque jour est marqué par la mort pour lui ou elle. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il ou elle va trouver de la joie dans la moindre petite chose, ou bien les gens vont créer de la joie pour eux. On le voit vraiment. Leur volonté d'exister et de survivre est tout simplement incroyable. Je pense que peu de gens en Occident auraient cette force. Je pense que peu de gens en Occident pourraient survivre à l'enfer et aux horreurs que les Palestiniens endurent depuis si longtemps. Et on pourrait s'attendre à ce que cela rende les Palestiniens haineux. Mais d'après mon expérience, lorsque j'y étais, ce sont des gens très chaleureux. Oui, ils détestent le gouvernement américain pour ce qu'il fait. Soutenir Israël, armer Israël. Mais ils ne détestaient pas. Je ne peux pas parler pour chaque personne, mais d'après mon expérience, ceux que j'ai rencontrés accueillaient les gens. Ils accueillaient les étrangers, les invitaient chez eux, voulaient les nourrir avec le peu qu'ils avaient. Et je me dis juste, comment? Mais cela parle de l'esprit et de la volonté de survivre. Comment ils existent réellement, je ne sais pas.
parce qu'ils ne peuvent pas. C'est très difficile pour eux d'obtenir de l'eau potable, si tant est qu'ils y arrivent, et la nourriture est inexistante. Ils meurent littéralement de faim. Je veux dire, même certains, c'était peut-être il y a une semaine, j'ai oublié quel organisme. Mais en gros, l'alerte a été lancée qu'ils en sont à un tel stade de cette famine fabriquée, de cette famine délibérée, que beaucoup d'entre eux sont à un point de non-retour, où même s'ils étaient nourris, leurs corps sont trop affaiblis, vous voyez? Et c'est horrible. Et puis, si vous vous souvenez, l'année dernière, The Lancet a publié son rapport disant qu'en tenant compte des morts indirectes, le nombre pourrait atteindre presque 200 000. Je crois que c'était environ 186 000 ou quelque chose comme ça. Et puis, il y a d'autres personnes, comme le Dr Mads Gilbert, un médecin norvégien qui a courageusement fait du bénévolat à Gaza. Il était là quand j'y étais, en 2009 en tant que bénévole à l'hôpital Shifa. Bref, il a beaucoup d'expérience à Gaza. Il disait, et d'autres chercheurs disaient aussi, que le nombre pourrait être 2 fois plus élevé si l'on inclut évidemment les corps non comptabilisés sous les décombres. C'est le principal. Et puis, si l'on prend en compte les autres facteurs qui entraîneront des décès indirects, lesquels, dans un article que j'ai écrit l'année dernière, j'ai soutenu qu'ils restent en réalité directs, à mon avis, car ils résultent des politiques israéliennes qui créent la pénurie d'eau potable, l'absence d'un système médical opérationnel, tout cela. Mais à cause des maladies et de toutes les infections liées à l'alimentation et à l'eau, davantage de personnes mouraient. Et récemment, j'ai vu un rapport, j'ai oublié le nom du gars, désolé, mais il disait, en se basant sur ce rapport du Lancet, qu'il avait fait ses propres calculs, et étant donné le temps écoulé. Je peux te le retrouver. Mais en gros, pour résumer, il disait que maintenant, le nombre de morts, directs et indirects, pourrait être, c'était quoi le chiffre? 484 000 ou quelque chose comme ça. Oui. L'estimation générale, que l'on retrouve à plusieurs endroits, y compris de la part d'organisations humanitaires, et que j'ai également reçue d'un collègue palestinien à Bethléem, est que la population est passée de 2,2 millions à environ 1,8 million. Et il est juste de dire qu'environ 100 000 personnes ont réussi à partir d'une manière ou d'une autre. Donc, elles ne sont pas mortes, mais parties. Mais la population a diminué d'au moins 400 000 personnes. En fait, il y avait cet universitaire israélien qui a rédigé un rapport publié dans une revue de Harvard. Dans ce rapport, ce qui a attiré l'attention des gens, c'est que, vers la page 5 d'un rapport de 8 ou 9 pages, il y avait un graphique montrant, et il décrivait aussi, ces soi-disant zones de sécurité humanitaire. Il était assez honnête en disant que ce ne sont que des pièges mortels, mais il y avait un graphique qui montrait les zones de population estimées, je crois, par l'armée israélienne. C'est là que les gens ont remarqué qu'il manquait 400 000 personnes ou plus. Comme tu l'as dit, la population aurait dû être de 2,2 millions, et le graphique ne comptabilisait qu'environ 1,8 million. Les horreurs du génocide sont une chose. Malheureusement, ce n'est pas le premier génocide que les populations occidentales ont infligé à d'autres. Nous avons eu bien sûr la Shoah, le génocide contre les Juifs. Les Allemands ont commis un génocide en Namibie. Il y a eu l'extermination des peuples autochtones du continent nord-américain par les colons européens. Ce phénomène de génocide se répète encore et encore. Mais l'idée, bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, cela ne se produirait plus parce que nous sommes trop bien informés et que nous ne voulons plus que cela arrive. Et pourtant, nous voyons que cela continue. C'est, à mon sens, le plus grand crime dont je me souvienne. C'est plus grave que les crimes commis, même en Syrie. Et c'est cet environnement médiatique et cet environnement de pouvoir qui, d'une manière ou d'une autre, finit par produire ces horreurs.
Avez-vous l'espoir que dans ce monde multipolaire vers lequel nous nous dirigeons, où il y a une Russie, où il y a une Chine, où il y a les BRICS, nous serons capables, en tant qu'humanité, de créer les mécanismes pour empêcher cela? Car il me semble que c'est assez profondément ancré en réalité dans un contexte d'Europe occidentale, une manière de faire les choses. Et par Europe occidentale, j'entends aussi les Européens émigrés en Amérique du Nord. Il y a quelque chose de vraiment sombre dans la façon dont notre civilisation agit réellement. Mais votre question est-ce qu'il semble possible, à l'avenir, de prévenir de telles choses? Parce que vous vivez en Russie, vous avez pu vous déplacer et vous faites partie des journalistes qui parviennent à proposer ces contre-récits et à montrer des aspects de l'horreur en cours qui n'apparaissent pas dans le récit dominant. Pensez-vous que nous aurons plus de chance dans un monde où l'environnement médiatique n'est pas entièrement sous le contrôle du plus puissant? En ce qui concerne les médias et le contrôle des médias, je pense, je ne peux pas donner de chiffres, mais il semble qu'il y ait eu un changement massif dans la conscience publique et la méfiance envers les médias. Donc je dirais que au moins la domination des médias traditionnels a clairement chuté. Mais je veux dire, nous ne pouvons même pas arrêter ce génocide en cours que tout le monde reconnaît comme un génocide, la famine délibérée des Palestiniens par Israël, que tout le monde admet être perpétrée par Israël. Nous ne pouvons pas arrêter cela. Je veux dire, nous avons les Nations Unies. Elles peuvent se lamenter et dire « Nous sommes préoccupés ». Vous voyez, mais elles ne peuvent en réalité rien faire pour l'arrêter. Et je pense que comme beaucoup de gens, je m'arrache les cheveux chaque jour en me demandant « Que pouvons-nous faire pour que cela cesse ?» Et aucun des soi-disant organismes internationaux qui, en théorie, devraient empêcher cela, ne le peut ou ne le fera. Je crois fermement que nous devons soutenir la résistance. Ce sont eux qui parviennent réellement à faire hésiter Israël ne serait-ce qu'un peu. C'est par exemple le Yémen. Vous savez, leur ciblage des navires, leur déclaration disant « Si ces navires sont d'une quelconque manière affiliés à des ports israéliens, nous les ciblerons jusqu'à ce que le génocide de la Palestine cesse, que le génocide de Gaza cesse. » Ça, c'est une action concrète. Et si nous voyons davantage de ce type d'action, je veux dire, lorsque l'Iran a riposté contre les attaques non provoquées et illégales d'Israël contre l'Iran, l'Iran n'a même pas utilisé, d'après tout ce qu'on sait, son arsenal technologique le plus avancé. Cela a commencé avec des missiles très basiques. Je ne vais pas entrer dans les détails, car je ne peux pas préciser exactement ce qu'ils ont utilisé. Mais ils ont commencé avec des missiles simples, puis sont passés à des missiles plus avancés. Ils n'ont même pas utilisé leurs armes les plus puissantes, et Israël se plaignait déjà. Je veux dire, ils ont causé des dégâts importants en Israël. Si cela devait se reproduire, si l'Iran devait riposter à nouveau avec des munitions plus puissantes, on pourrait voir, je ne sais pas, je ne peux pas prédire, la fin de l'État d'Israël. Et par là, je veux être clair, je n'appelle pas à tuer tous les Israéliens. Je parle de la fin de cet État d'apartheid raciste. Depuis des décennies, certains Palestiniens réclament un État démocratique unique, qui garantirait l'équité et la liberté à tous les citoyens, contrairement à l'actuel État israélien, que je considère comme démoniaque. Mais bref, c'est une parenthèse. Mon point, c'est que je ne vois d'espoir qu'en soutenant la résistance. Je ne vois d'espoir que dans les différents mouvements de résistance, que ce soit le Hezbollah, la résistance yéménite ou la résistance palestinienne à Gaza, pour forcer Israël à arrêter. Ou peut-être qu'Israël manquera de munitions, je ne sais pas. Mais je ne vois aucun organisme international intervenir pour mettre fin à l'effusion de sang, car ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Et cela ne le sera tout simplement pas. La façon dont l'ONU est conçue, elle a fait partie de la création d'Israël,
ou à assurer la création d'Israël sur la terre palestinienne. Donc je ne suis pas optimiste à ce sujet, même pas avec les BRICS. Même si les BRICS étaient la puissance dominante aujourd'hui, je ne sais pas si cela suffirait à arrêter le génocide israélien. Donc je suis assez cynique à ce sujet. Non, tu as raison. La question pour moi est de savoir combien de temps il faudra avant que les soutiens d'Israël, les soutiens occidentaux, commencent réellement à se rendre compte. Oh mon Dieu, ce qui se passe est en réalité horrible. Parce qu'il n'est pas nécessaire de bombarder Israël, pas du tout. Il ne faut pas le faire. Il suffit simplement de ne pas livrer d'armes. Il suffit de ne pas commercer et de ne pas injecter de l'argent et toutes ces munitions dans cet État. Il ne pourrait pas faire ce qu'il fait. C'est là que pour moi, tout le récit médiatique fait partie intégrante du génocide. Cette idée selon laquelle Israël ne mène qu'une guerre d'autodéfense, et que si ce n'était pas pour le mal incarné par le Hamas, alors tout le monde dans la région vivrait en paix, tout en ignorant toutes les façons dont Israël ne se contente pas de combattre la Palestine, mais combat aussi le Liban, la Syrie et chacun de ses voisins. Et nous continuons à faire semblant que c'est Israël qui se défend. Je suis sûr que tu le sais, Pascal. Mais Israël était, en très bons termes avec les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique en Syrie. Israël soignait des terroristes dans des hôpitaux de campagne israéliens et les renvoyait en Syrie. Et au fil des années, Israël a bombardé illégalement la Syrie. Donc comme tu le dis, l'idée qu'Israël ne fait que se défendre aujourd'hui contre le Hamas, alors qu'Israël bombarde les pays voisins depuis très longtemps, est trompeuse. C'est tellement horrible, parce que c'est tellement néfaste, non? Et puis tu aides ces gens, y compris Al-Jolani et d'autres, et dès que tu n'as plus besoin d'eux, tu les requalifies de terroristes. Et ensuite tu vas les bombarder sans relâche, n'est-ce pas? Et tu dis, ce sont des terroristes. Donc, tu crées ta propre opposition contrôlée que tu peux ensuite bombarder à nouveau. Et ce qui est malsain, c'est que certaines de ces factions pensent vraiment être plus malignes que ça, et qu'elles peuvent utiliser Israël, alors qu'en réalité, 2 ou 3 ans plus tard, elles se retrouvent sur la sellette, et cela alimente la violence de masse qu'Israël peut exercer. Eva, je suis désolé, ces entretiens deviennent alors un peu sombres, mais il est difficile de parler d'un génocide sans sombrer dans la noirceur. As-tu, quelle est ta recommandation pour les gens qui veulent te suivre ou suivre des reportages en qui tu as confiance? Où devraient-ils aller? Voyons voir. Je trouve cela très difficile sur X. Vous savez, il y a encore beaucoup de shadow banning et de manipulation. Donc, il y a un certain nombre de comptes que je suis sur X, mais ils ne sont pas toujours vus par les gens. On me dit moi-même que mon compte n'est pas... Les gens disent « Je ne savais même pas que tu étais encore sur X ». Donc je me fie davantage aux chaînes Telegram ces derniers temps. Ma propre chaîne Telegram s'appelle comment déjà Reality Theories. J'y partage mon propre travail, mais aussi celui d'autres personnes, des gens qui, selon moi, ont écrit ou exprimé des vérités qui méritent d'être entendues. J'utilise mon blog. Je ne suis plus blogueuse aujourd'hui, je l'ai été. Mais j'utilise mon blog pour republier mes écrits ou des interviews, etc. Mon blog est angaza.wordpress.com. Mais il existe de nombreux médias indépendants qui font vraiment du bon journalisme. Je ne peux pas tous les citer maintenant. Je serais ravi d'envoyer quelques liens. Mais je dirais, en règle générale, que si vous entendez quelque chose dans les médias traditionnels, il faut généralement supposer que ce n'est pas vrai ou que c'est le contraire de la réalité. Donc, c'est simplement une indication générale pour ceux qui cherchent la vérité. Et donc, votre question est, où les gens peuvent-ils trouver des informations honnêtes, n'est-ce pas? Kasman veut.
Je recommande de consulter une gamme diversifiée de sources. Tu as d'ailleurs dit plus tôt, Eva, tu peux me dire quelque chose et je peux choisir de te croire ou non. Et c'est vrai, tu peux choisir de me croire ou non. Mais si je te dis, voilà ce que j'ai vu dans le Donbass, en Syrie, à Gaza, et qu'ensuite tu vois d'autres personnes, peut-être avec un reportage vidéo, et que tu constates que ça commence à correspondre, alors tu te rends compte, OK, cette personne dit la vérité. Et tu commences à la suivre, et tu vois qu'elle a un historique fiable. Je ne parle pas de moi, je parle en général. Donc il vaut mieux ne pas croire une seule source. Il est préférable de diversifier et d'obtenir autant de sources que possible, idéalement celles ayant une expérience directe, des preuves visuelles ou des témoignages, etc. Mais se fier à une seule source, surtout si c'est un média traditionnel, est une mauvaise stratégie. Pensez par vous-même. Consultez différentes sources et ne vous contentez pas de croire ce qui vient des plus grands diffuseurs. Eva, si vous m'envoyez quelques liens, je les mettrai dans la description ci-dessous afin que les gens puissent également vous trouver, vous et vos sources. Eva Bartlett, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci de m'avoir invité et les gens devraient également vous suivre.